Je me fonderai en effet sur un ouvrage que vous pouvez trouver d'ailleurs en librairie assez facilement dans la collection Lettres gothiques, qui est le texte en ancien français de la description du monde, mais ne vous inquiétez pas, il y a la traduction en regard de Marco Polo, la description du monde en français médiéval, le devisement du monde, avec donc texte et traduction. Et je vous recommande également, ce qui est très pratique ou très facile, dans la collection Découverte Gallimard, Marco Polo et la route de la soie. J'ai tenté de vous mettre très maladroitement, mais au moins pour que vous voyez un tout petit peu quelques repères. En fait, on sera en Chine, que je n'ai pas représenté ici, mais le chemin qui va y mener par la route de la soie, partant donc de la Turquie, Istanbul, descendant d'ailleurs au départ par Alexandrette, et puis gagnant l'Irak, l'Iran, passant par l'Azerbaïdjan également, remontant par l'Afghanistan, le Khorasan, et puis vous avez en remontant par le Pamir, Tadjikistan, crochet vers l'Ouzbékistan où se trouvent les deux grandes villes de Samarcande et de Boukhara, le Kyrgyzstan, et après on arrive en Chine avec la porte essentielle de l'oasis de Kashgar. On entre à ce moment-là dans le Xinjiang. Et puis de là, on va rejoindre, au-dessus, il y a le désert de Gobi, au-dessus, la Karakorum et la Mongolie. Et puis on arrive à la Mongolie intérieure, qui fait partie de la Chine, avec Tanduk et Changtu, qui est la première ville à laquelle nous nous arrêterons. Et puis après, je vous parlerai de la Chine, surtout de la Chine, mais là, ce n'est pas la peine que je vous donne une carte à ce sujet. Mais enfin, je pourrais vous donner quelques repères. D'abord, le titre, c'était Marco Polo ou la mesure du monde. Et là, je reprends sans vergogne le titre du livre d'un médiéviste qui a le plus marqué par son originalité et sa créativité les études médiévales et les études culturelles au XXe siècle, et qui est suisse, qui est Paul Zumthor. Il est né en 1915 à Genève et est décédé à Montréal en 1995. Et il commençait l'un de ses chapitres par cette remarque: la perception que nous avons de l'espace ne constitue pas tout à fait une donnée naturelle. Elle est fortement influencée par notre environnement culturel. À l'espace homogène que nous percevons aujourd'hui, où seules varient les distances, s'oppose un autre espace, l'espace à l'époque médiévale, qui était hétérogène, qui est ressenti comme de nature différente selon qu'il est proche ou lointain. Alors cette question du proche et du lointain est essentielle. Le lointain, c'était l'ailleurs, le tout autre, souvent monstrueux, effrayant. Il y avait une peur de l'ailleurs, marquant les esprits par son étrangeté. Et ce lointain, au fond, est toujours une menace d'abolir le proche. Donc le lointain est vécu, perçu comme une menace. Mais en même temps, il y a une mutation qui va s'opérer au XIIIe siècle, notamment, où cette peur se mue aussi, se transforme en désir. L'inconnu peut être aussi désirable parce qu'il devient l'espace de la découverte. Et s'introduit alors ce qu'un autre grand médiéviste, historien, Jacques Le Goff, appelait non plus une géographie de la nostalgie, mais une géographie du désir. Et ça s'est produit sous la double poussée, au XIIIe siècle, des missionnaires, qui étaient issus de la création des fameux ordres mendiants auxquels on doit nos universités, les dominicains et aussi les franciscains, d'un côté, et puis de l'autre, les marchands de Gênes et de Venise, et notamment après la fameuse et triste quatrième croisade, où les Vénitiens étaient arrivés à détourner la route des croisés pour les diriger vers Constantinople. Ça a été la prise de Constantinople par les Latins, et ça a été le début d'une division irréductible entre le monde latin et le monde grec. Et pendant un certain temps, il y a eu un empire latin d'Orient qui s'est constitué, et ce qui était sur la route également des croisades. Donc ce détournement de la croisade et l'événement capital en 1204 qui s'est produit.
Tout cela va préparer, par ces voies des missionnaires et des marchands, cela va préparer, alors beaucoup plus tard, après 1550, après la période des grandes découvertes menées par les Portugais et les Espagnols, et puis tout un moment où l'Europe va digérer ses proies et se préparer à l'aventure coloniale, on aura donc au XVIIIe et XIXe siècle cette appropriation de la terre entière par l'Europe. Donc le tournant de cette histoire que je brosse à très grands traits, c'est ce qui a eu lieu entre 1250 et 1350. C'est le moment où l'Europe fait la connaissance de l'Asie. Alors, il y a l'événement considérable, c'est donc les deux voyages de la famille de Marco Polo, de son père et de son oncle, Niccolo le père et Maffeo son oncle, qui étaient ici renvoyés à Marco l'Ancien et qui vont quitter Venise en 1253-1254. Venise était la cité vraiment maître de Constantinople. Derrière la façade d'un empire latin, c'était le monopole économique que Venise était en train d'introduire dans la Méditerranée, à la fois sur la mer Noire et d'autre part sur l'aboutissement, au-delà de la mer Noire, l'aboutissement des deux routes de commerce importantes de l'époque, vers le nord, c'était la voie des fourrures, et vers l'est, c'était la route de la soie. Donc les frères Polo, il n'y a pas encore leur fils, il n'y a pas encore Marco, font un premier voyage en partant de Venise en 1253-54 pour gagner ils avaient une maison de commerce à Constantinople et ils vont gagner Soudak en Crimée. Et ils y vont pour gagner, c'est-à-dire faire des gains, pour faire de l'argent, du profit. Et puis il y aura un deuxième voyage, cette fois ils sont revenus, ils font un deuxième voyage en repartant de Venise et de Layas, donc près d'Alexandrette, donc au sud de la Turquie, dans la petite Arménie. Ils vont donc à ce moment-là refaire un deuxième voyage, cette fois en prenant vers l'est la route de la soie, donc en passant par Boukhara, là je vais haut, dans l'Ouzbékistan, près de la mer, en dessous de la mer d'Aral, où il y a l'Abu Daria et le Sir Daria, les deux fleuves, et puis en allant vers cette plaque tournante de Kashgar, que j'ai marqué en haut à droite, cette plaque tournante qui, elle, va donc leur permettre, en dessous du lac Balkhash, qui va leur permettre d'accéder à la Chine et d'entrer donc jusqu'à la Mongolie intérieure, jusqu'à Chengtu, où se trouvera le grand palais impérial. Donc, ils partent, ce deuxième voyage les font partir en 1272. Ils arrivent en Chine en 1275 et ils vont y rester 16 ans. Le retour se fera en 1291. En revenant alors par la voie de mer, ils passeront par la Perse et atteindront Venise en 1295. Cette période, donc, c'est 17 ans en Chine, cette période va coïncider aussi avec un autre choc, alors un choc terrible, ce qui a été l'horreur, qui s'est répandue très vite à travers tout l'Occident, l'horreur des raids mongols. 1221-1223, c'était terrible. Gengis Khan pénètre à ce moment-là en Ukraine, c'est la conquête de la Russie qui se fait quelque temps après, en 1237-1240, par la fameuse Horde d'Or, 10 ans après la mort de Gengis Khan. C'est un face-à-face terrifiant, avec un peuple en apparence sauvage, jusqu'alors inconnu, sorti de régions incertaines, et où les lettrés plaçaient approximativement les peuples qui, dans la Bible, devaient ressurgir pour la fin du monde, les fameuses peuplades de Gog et de Magog qu'Alexandre avait enserrées près de la porte de fer du côté de la Caspienne. Donc voilà un peu le contexte. Mais alors,
par rapport à cette terreur de ces Mongols, vous verrez que ce n'est pas du tout ce que va découvrir Marco Polo, n'est-ce pas? Mais on apprend que on les appelait les Tartares. Ces Tartares, d'ailleurs c'était intéressant de les appeler les Tartares parce qu'en même temps ça avait des résonances de l'enfer, n'est-ce pas? Et c'est les Tartares. On apprend que ces Tartares s'en prennent aussi aux musulmans. C'est ça la bonne nouvelle. Donc en 1258, ils ont ravagé totalement ce qui était alors la plus grande ville du monde, à savoir Bagdad. Et ils vont assassiner le calife abbasside à ce moment-là. D'où, évidemment, les chrétiens se sont dit, mais on pourrait rentrer en contact avec Rome, la papauté, le camp des Mongols pourraient ici entrer en contact, et ça a été un des rêves de Saint Louis, dans ces croisades qui vont suivre en 1200, jusqu'à sa mort en 1270, quand il va en Égypte et à Damiette. C'était l'idée de prendre à revers les Sarrasins, les musulmans les appelaient les Sarrasins, de les prendre à revers grâce justement alors aux chrétiens qui se trouvaient quelque part là-bas du côté du royaume du prêtre Jean, et avec l'aide des Mongols. Voilà donc le contexte, le cadre historique dans lequel s'est jouée une aventure formidable qui va tout simplement changer nos regards et qui va marquer d'ailleurs Christophe Colomb. Christophe Colomb avait dans ce Génois, n'est-ce pas, qui va chercher ensuite des financements. Il essaie de les avoir au Portugal. Les Portugais, eux, ils n'ont que l'idée que de descendre du long de l'Afrique. Donc, pour aller vers l'ouest, il va chercher auprès des souverains catholiques ici, chercher ici les financements. Et il repartira du Guadalquivir. Mais ce Génois d'origine, qu'est Christophe Colomb, avait 5 livres dans sa bibliothèque. Et l'un de ces 5 livres, auxquels il fait référence lui-même, c'était justement la relation que Marco Polo faisait de son voyage. Et, alors lui, évidemment, Christophe Colomb pense qu'il pourra rejoindre la route des Indes en passant par l'ouest, et quand il arrivera à Cuba, il est persuadé qu'il a atteint ce que Marco Polo appelait Cipango, c'est-à-dire le nom du Japon. Donc il était persuadé qu'il arrivait au Japon. Bon, mais je ne vais pas parler de l'Amérique, c'est une autre question. Ce qui va être très important également dans l'ouvrage de Marco Polo, c'est justement la perception de l'espace qui change. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des lointains imaginaires, c'est un monde qui se parcourt et dont on fait le compte des distances. On les compte en journées de voyage. Donc cette introduction des distances est un élément très important. Et puis on découvre d'autres coutumes, mais on le fait en plus en escomptant un profit, en réalisant un profit, bref, en faisant du commerce. Et le commerce remplace avantageusement, dans tous les sens du terme, les fantasmes, l'imaginaire qui se développait autour de l'autre, menaçant, inquiétant, de ce monde hétérogène dont je vous parlais. Donc la géographie et la découverte remplacent, si vous voulez, le fantastique, les peurs irrationnelles. La peur s'est muée en désir, le regard en échangé. Donc il faut revenir sur cette période. C'est très utile pour situer le retournement qui s'est opéré à notre époque maintenant. Je ne vais pas développer ce point que d'autres, bien plus savants que moi, ont déjà abordé, mais nous sommes sous le coup, imaginaire ou non, d'une double menace par une sorte de retournement de l'histoire en sens inverse. Le mouvement conquérant de l'Europe, depuis les grandes découvertes, s'appropriant le monde et le dominant à travers l'ère coloniale puis impérialiste, s'est inversé devant la menace d'une Chine qui maintenant s'est affirmée et qui est, bien plus qu'au-delà de s'éveiller, comme dans le titre de Perfit autrefois, et qui est en passe de devenir la prochaine, ou qui a l'ambition de devenir la prochaine première puissance mondiale. J'y reviendrai juste en conclusion. Mais du coup, il y a une nouvelle hétérogénéité de l'espace, comme à l'époque médiévale, qui se manifeste aussi
non seulement avec l'action de la Chine, je vais y revenir, mais avec les nouvelles peurs ressenties à l'idée d'une perte d'identité jusqu'au fantasme du grand remplacement, de Camus et de Zemmour, comme vous savez, devant les vagues migratoires massives que l'on suppose inéluctables, imminentes, et qui nous viendraient d'Afrique, ou qui nous viennent d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais le mot de vague massive, ça fait partie de ce vocabulaire de la peur, qui a d'ailleurs permis d'obtenir la fameuse votation des dernières années en Suisse à ce sujet contre l'immigration dite de masse. Bon, mais il y a aussi le fait que la menace étant aggravée du fait que le phénomène colonial a introduit aussi une présence dans le monde même européen, une présence dans les métropoles, donc supposée ici et présentée depuis le regroupement familial comme proliférante, et donc l'extérieur est devenu l'intérieur, l'intime de nos frontières. Donc ces deux termes, la Chine et l'islam, je me rappelle d'avoir suivi une émission récente où Éric Zemmour débattait avec Daniel Cohn-Bendit, et les deux points il faut toujours écouter tout. Et les deux points que mettait en exergue, en évidence Zemmour, c'était justement ça, les nouvelles peurs. D'un côté, au niveau de la globalisation, il y a la Chine qui arrive, qui va nous submerger, et puis de l'autre, venant du Sud et de l'Orient, eh bien, vous avez l'islam. Donc, qui est en plus déjà là. Donc, si vous voulez, entre un déjà là inquiétant et puis quelque chose qui va arriver pour tout recouvrir, il y avait de quoi s'inquiéter. La Chine maîtrisant d'ailleurs nos technologies, vous savez, on le fait remarquer dans la bataille qui se livre sur le plan des technologies, le fait qu'ils ont le gros avantage de posséder les terres rares, qui ont les composantes nécessaires justement à tout le développement de la quatrième révolution industrielle, Big Data, IoT, IA et autres choses semblables dont je ne vais surtout pas parler. Donc, cette attitude des Chinois répond d'ailleurs, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites, à la mainmise américaine sur les voies océaniques, c'est-à-dire que l'Occident tenant Panama, Suez et Malacca, les Chinois se disent, eh bien, dans ce cas-là, on passe par la voie de terre, on ranime la route de la soie, c'est le projet de Xi Jinping, pour accéder directement à l'Europe, à la Méditerranée, à l'Afrique, puisqu'il s'agit également de faire l'unité du monde, et de s'approprier de plus en plus grand ces espaces. Et le choix significatif, la presse l'avait fait remarquer, c'est alors que Xi Jinping a décidé, en venant en Europe, de passer d'abord par l'Italie. Donc c'était le souvenir, si vous voulez, de Venise, de Marco Polo, qui était réactivé. Il n'y a jamais de hasard dans la politique des Chinois. Alors, notre monde, je dirais, est un peu en miroir, le reflet inversé au XXIe siècle de ce qui s'est passé au XIIIe. Vous savez, le mouvement inverse. Que nous apporte, de ce point de vue, le récit et l'aventure de Marco Polo. Alors, pour bien comprendre le renversement qui s'introduit, et que je vais surtout vous présenter aujourd'hui, dans sa façon d'appréhender le monde et l'époque, c'est de bien voir quel était l'imaginaire médiéval, par exemple à travers la littérature médiévale. Au XIIe siècle, vous savez, la grande vogue des romans arthuriens, la cour de Bretagne, la table ronde, les romans du Graal, etc. Mais aussi le roman d'Alexandre, je vous avais présenté une fois, une année antérieure, le conquérant qui a justement été le premier, qui est allé jusqu'à l'Indo-Kush et ici jusqu'à l'Indus. Il faut bien voir que ça se nourrissait d'un rapport à ce qu'on appelait la merveille. Et la merveille, ça avait un double sens. La merveille, c'est à la fois ce qui est fascinant, extraordinaire, attirant, par conséquent, irrésistiblement attirant, mais en même temps inquiétant et horrible. L'exemple typique dans les contes, c'est ce qu'on appelle les histoires de la vouivre, n'est-ce pas, la serpente, ou de la vieille rencontrée en chemin, ou rencontrée... donc il y a d'abord un blanc cerf qui vous fait traverser les forêts, à travers, vous passez des barrières humides, vous pénétrez dans les forêts qui sont évidemment enchantées, et là vous trouvez en chemin, donc pour y rentrer, vous avez suivi un cerf blanc ou un animal qui court,
comme ça, et puis vous arrivez, vous rencontrez une vieille femme absolument horrible, n'est-ce pas, sans âge, et si vous lui donnez l'accorder un baiser, elle se transforme dans la plus ravissante des fées qui existaient alors dans ces pays dits de l'autre monde. Donc ce sont les merveilles de l'autre monde dont nous sépare simplement cette barrière humide. C'est le monde de ce qu'on appelait la fée amante, c'est-à-dire c'est un paradis d'amour qui s'offre à vous. Ou bien alors, c'était, comme je disais tout à l'heure, un monde qui relevait du lointain. Nous touchions les confins du monde, non pas l'autre monde, mais les confins du monde, là où Alexandre voulait pénétrer, et à quoi sont attachés depuis longtemps la désignation des Indes, n'est-ce pas, bon, qui sont citées à plusieurs reprises dans l'ouvrage de Marco Polo. Et là, dans ce lointain, par une sorte de syncrétisme que je ne vais pas développer, se mélange tout, c'est le fourre-tout. Les annonces apocalyptiques des peuples de la fin du monde, Gog et Magog, dont je vous parlais, quelque part dans le Caucase, des localisations paradisiaques, les fantasmes alchimiques des arbres, du soleil et de la lune, les légendes du prêtre Jean, pour prendre à revers les musulmans, et encore les récits venus de l'encyclopédie de l'Antiquité, des pays peuplés de monstres, avec des bestiaires fabuleux, avec une anthropologie fantastique, les cyopodes, n'est-ce pas, et ils ont un pied, le pied ici, la plante des pieds est si importante que ça leur sert ici de protection contre le soleil quand ils relèvent la jambe, ou bien les cynocéphales, des êtres humains à tête de chien, etc. Tout ça du côté du Caucase aussi, la porte de fer à Derbent, qui au fond été bloqué par Alexandre, mais d'où ça va ressurgir. Et puis on constate, Marco Polo le dira, que Gog et Magog, c'est proche des mots mongols Ung et Mougoul, donc on ne sait jamais si c'est pas Gog et Magog que l'on retrouve là-bas. Enfin, c'est toutes les projections imaginaires. Donc un tout autre qui était conçu comme terrifiant, ou comme séduisant, comme monstrueux, ou comme merveilleux, et où très vite présente d'ailleurs la figure du diable, de l'ennemi par excellence. Bon. D'ailleurs, la dernière partie du livre de Marco Polo, après la traversée de la Chine, c'est quand il revient, passe aussi par l'Inde, et là, parce que c'est la voie par mer que je n'ai pas ici représentée, et qui va retrouver cette tradition fantasmagorique. C'est la partie la moins intéressante de l'ouvrage de Marco Polo, enfin, moins intéressante, la plus traditionnelle par rapport à ce que nous connaissions déjà dans la littérature médiévale. L'Inde est de ce point de vue-là bien moins originale dans son parcours que la Chine. Donc, d'un côté, vous voyez, vous avez, pour résumer, la tradition romanesque imaginaire d'un rapport à un autre monde perçu comme paradisiaque ou féerique. Vous avez également la tradition des voyages et de l'encyclopédie de l'Antiquité aux limites d'un monde connu et qui rapporte souvent des versions ici de fantastiques et tératologiques, d'un monde qui n'est pas la mesure de l'homme, justement, d'un monde qui est une démesure menaçante. Et bien voilà, Marco Polo, c'est une rupture par rapport à ça. Marco Polo, c'est un marchand. Il a une approche toute différente. Il n'entre pas dans l'autre monde. Tout simplement, il entre dans l'autre de notre monde à nous. Un monde où il y a d'autres coutumes, le monde qui nous est commun à tous, du monde où vivent tous les êtres humains, c'est un monde où il y a aussi d'autres coutumes, d'autres mœurs, d'autres religions, d'autres langues. Et d'ailleurs, il ne s'en laisse pas compter. Il fait remarquer que nos histoires sur la licorne, c'est bien joli, mais c'est en fait le rhinocéros. Il fait remarquer que nos histoires sur la salamandre, qui résiste au feu, n'est-ce pas, c'est bien joli, mais c'est tout simplement l'amiante, et dont il donne ici les indications. Et au fond, ce qui nous sépare de ces autres peuples, de ces autres coutumes, de ces autres mœurs, ce ne sont que des frontières naturelles et des distances tout à fait mesurables en termes, je le répète, de journées de voyage. Donc la formule à retenir, si vous voulez, c'est que la merveille, désormais, c'est quand même le livre des merveilles aussi, la merveille, ce n'est plus l'autre du réel, mais c'est tout simplement le réel de l'autre, qui est une formule que j'emprunte volontiers à un grand historien, François Hartog. Bon, alors,
Pour vous donner rapidement une première idée du texte, le moment, il y a déjà au 33e chapitre, Marco est arrivé à Yazd en Perse même, et là, dans cette cité perse de Yazd, il indique pour la première fois: ça se trouve en Perse même, excellente cité, illustre, centre de grand commerce. On y fabrique bien des draps de soie appelés yazdi, que les marchands portent en mainte terre pour faire des affaires et du profit. On y adore Mahomet. Et quand alors l'expression toujours des chrétiens, c'est de dire que, puisque les musulmans évidemment ils adorent, ils n'adorent pas précisément, le mot est impropre, enfin, c'est pour en faire des idolâtres. Donc on y adore Mahomet, et quand l'on part de cette cité pour aller de l'avant, on chevauche 7 journées toutes plates. On marche pendant 7 jours en plaine, où on ne trouve d'habitation pour se loger qu'en 3 endroits. Il y a là de très beaux bois où l'on peut bien chevaucher. On y pratique la chasse au gros gibier, aux perdrix, aux cailles, à quantité d'autres espèces d'oiseaux, en sorte que les marchands qui passent par là y prennent grand plaisir. Il y a là aussi des ânes sauvages, fort beaux. Au bout de ces 7 journées de plat, on trouve un royaume qui est très beau, appelé Kerman. Donc, voilà comment ce monde dans lequel il pénètre, il va aussi bien sûr l'idéaliser dans le récit, parce que l'idéaliser au sens qu'il va magnifier les richesses à faire rêver, les soieries, les pierres précieuses, les épices. C'est un monde, c'est le paradis des marchands, si vous voulez, qui espère d'ailleurs tirer bon profit de son commerce. Et puis c'est un lieu, en Chine, où, à ses yeux, le gouvernement des hommes est admirable. Ces Mongols, c'est un modèle de justice, de rationalité, d'organisation. Tout est admirablement ordonné, tout est mesuré sous l'égide du grand Khan, du chef suprême des Mongols, Kubilai Khan, des petits-fils de Gengis Khan. Mais, même idéalisé, c'est un monde réel. Je donnerai un simple exemple pour montrer la différence avec les romans arthuriens. Dans les romans arthuriens, souvent le rêve du voyageur, enfin du chevalier errant qui traverse la forêt, c'est d'être accueilli par un hôte hospitalier et qui a de très belles filles et qui va lui offrir en quelque sorte l'une de ses filles, on peut dire, ici, pour y trouver, pour qu'il connaisse ici le plaisir et la joie. Et c'est tout, bien sûr, c'est une fée qui est déguisée ou qui est là, qui l'attendait. Bon, c'est tout à fait différent de ce que l'on va trouver, par exemple, dans les régions montagneuses ici du Sichuan, ou bien d'autres endroits de la Chine, ou bien où Marco Polo remarque que certains peuples accueillent justement l'étranger en leur offrant leurs femmes et en se retirant pendant tout le séjour où l'étranger reste, n'est-ce pas? La femme laisse à ce moment-là le chapeau du visiteur à la porte ou à la fenêtre de l'entrée, et tant que le chapeau est là, le mari ne rentre pas dans la demeure. Voilà. C'est une et là, c'est des faits réels que Marco Polo rapporte dans un état d'esprit tout à fait différent, bien sûr, de la fée amante que l'on trouvait auparavant. Mais ce qui montre bien sa volonté de ne pas donné dans l'incroyable ou le pur merveilleux, c'est qu'il constate dans une région justement du Sichuan la présence de nombreux astrologues et enchanteurs qui, dit-il, par art diabolique, font les plus grandes merveilles à entendre et à voir. Eh bien, pour cette raison, je ne vous en parlerai pas en notre livre, car les gens s'émerveilleraient et ce ne serait pas bien agir. Donc il refuse de faire ce qui aurait été le pain béni de n'importe quel conteur auparavant, c'est-à-dire de raconter les diableries que l'on peut trouver en chemin. Et dans cet autre monde, c'est donc si étranger au nôtre, ce qu'on trouve, c'est tout simplement les activités humaines, celles du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, également les fastes de la cour et des palais mongols. Et c'est aussi, je dirais, comme dans les paysages, simplement les dimensions qui ont changé. C'est comme quand un Européen arrive aux États-Unis ou en Amérique du Nord pour la première fois,
les arbres sont plus grands, les montagnes sont plus grandes, tout est plus grand. Ben là, c'est un peu la même chose. Il arrive en Chine, tout est plus grand, tout est magnifié. Mais c'est un monde, et ça c'est le point important pour nous, où à côté de ce qu'il appelle les idolâtres sont ceux qui adorent les idoles, donc qui adorent des petites statues, donc ce sont les bouddhistes. Donc à côté des idolâtres, voisinent à la cour du Grand Khan les musulmans et les chrétiens nestoriens qui depuis très longtemps étaient là en place. Donc c'est encore ici un souverain qui offre, je dirais, comme en miroir ou en abîme, ce Grand Khan va nous renvoyer à notre propre monde, mais en même temps, il va renvoyer, je dirais, Marco Polo à sa propre entreprise d'écrire. Parce que lorsque Marco Polo est amené à la cour du Grand Khan, je vais y venir, il s'était aperçu que le Grand Khan, quand il envoyait des gens en mission, ses envoyés dans différentes provinces, il était toujours déçu de voir ses messagers lui revenir avec simplement les nouvelles concernant la mission qui leur avait été confiée, alors qu'il aurait aimé connaître à leur retour, disait-il, j'aimerais apprendre du neuf, j'aimerais connaître les curiosités des diverses contrées, plutôt que ce pourquoi tu es parti. Il désirait beaucoup entendre ce qui sort de l'ordinaire. C'est pourquoi, à l'aller comme au retour, Marco Polo, qui était un envoyé du Grand Khan, le Grand Khan se sert de Marco Polo pour visiter ses provinces, Marco Polo avait appris les langues, bien sûr, remarquable, il prit soin de recueillir les informations les plus diverses sur les contrées traversées, afin de pouvoir les rapporter au Grand Khan à son retour. Donc, si vous voulez, le Grand Khan demande à Marco Polo de faire exactement ce que Marco Polo va dicter quand il sera en prison à Gênes, à Rustichello de Pise, c'est-à-dire raconter les choses inconnues, nouvelles, qui étaient au fond ici notables, qu'il rencontrait en chemin et qui étaient donc inconnues, que le Grand Khan lui-même ne connaissait pas et qui lui étaient rapportées par Marco Polo. Donc c'est ce phénomène un peu ici de ces nouveautés, de ces novités, de ces étranges choses qu'il rapporte de ses voyages. Et c'est ce à quoi il faut s'attacher maintenant avec Marco Polo. Donc il cherche, je le répète, dans l'inconnu, ce qui l'intéresse, c'est le nouveau. C'est ce qui est différent de nous. Et cette découverte a un effet en retour sur nous, c'est-à-dire de reconnaître la diversité humaine et finalement, dans le cas de Marco Polo, ça apparaît clairement dans l'acceptation de l'autre. Alors, dès le prologue et dès le premier voyage des deux frères vénitiens, Niccolo Polo le père et Maffeo l'oncle, ils étaient venus, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient venus à Constantinople, où ils avaient une maison de commerce déjà, à la suite bien sûr de la 4e croisade. Ils étaient venus pour commercer. Et de là, je vous l'ai dit, ils rejoignaient la ville de Soudak en Crimée pour faire du profit. Bon. Soudak, je le répète, au sud de la Crimée, c'était l'aboutissement de la route des fourrures qui venait de Russie, où d'ailleurs s'étaient imposés les Mongols de la Horde d'Or, jusqu'à la Volga. Et puis, mais quand ils veulent revenir de Russie avec les fourrures, les guerres qui existaient, les guerres intestines entre Mongols, Mongols de l'Ouest, les Mongols du couchant, les Mongols du Levant, les uns bouddhistes, les autres islamisés, enfin tout ça, les Mongols se disputent entre eux, ça leur coupe le chemin. Et donc, ne pouvant pas rentrer, et sans doute ne souhaitant pas revenir que Constantinople, parce qu'il y avait aussi des conflits avec les Grecs, entre les Grecs et les Latins, ils partent donc vers l'Est, et donc ils partent vers l'Est, et ils vont jusqu'à Boukhara, dans l'Ouzbékistan, sur donc l'autre route de commerce, non pas celle des fourrures, mais celle de la soie. Et là, on entre dans cet autre domaine qui dépend, je le répète, du petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, le souverain de la Chine et le chef suprême de tous les Mongols. Eh bien, curieusement, tout ça a commencé par le fait que lors de la premier voyage des parents de Marco Polo, Kubilai Khan,
la demande de Hulagu, enfin un autre mongol célèbre, leur avait dit qu'il avait le désir, il n'avait jamais vu de latin. Donc il voulait qu'on lui amène un latin jusqu'à lui pour voir ce que c'était que les latins. Et donc, et quand il les voit, il va leur confier une ambassade à faire pour le pape. Donc le grand khan des Mongols veut avoir affaire à celui avec Rome, n'est-ce pas, représente, on peut dire, pour les Mongols, l'autre puissance absolue. Et donc il veut le rencontrer. Et c'est comme ça qu'ils reviennent, ils reviennent sur leurs pas. Ils reviennent en 1260, de 3 ans en 1269, ils vont repartir en 1271, et cette fois, Niccolo, ayant découvert que sa femme avait eu son enfant, qui avait maintenant atteint l'âge de 15 ans, qui était né en 1254, va amener ce jeune homme, qui doit avoir 17 ans à peu près, et pendant 3 ans et demi, ils vont voyager pour revenir, pour faire tout le chemin, cette fois, qui va les ramener à Changtu, en Mongolie intérieure, qui était la résidence d'été de Kubilai Khan. Alors ça, c'est quand même très beau. Je vous donne la description rapide de ce qu'il découvre à Changtu. Donc c'est en Mongolie intérieure, hein, c'est au nord de la Chine, au-dessus de Pékin. Et là, donc, voici ce que l'on nous dit. Il y a là encore un palais qui est tout entier de bambou, comme je vais vous le montrer. Il est tout doré à l'intérieur, travaillé avec une grande finesse. Sur le toit, les bambous sont si bien couverts d'un vernis si épais qu'une goutte d'eau ne peut les faire pourrir. Ces bambous ont bien 3 paumes de grosseur, 10 à 15 pas de long. On les coupe d'un nœud à l'autre par le milieu et le palais est fait avec ces tuiles. Les bambous rendent bien d'autres services car on en couvre les maisons et on en a beaucoup d'autres usages. Le palais est conçu de telle sorte qu'il se démonte et remonte très vite. On le met tout en morceaux, on le porte très facilement là où le seigneur l'ordonne. Quand il est dressé, plus de 200 cordes le maintiennent. Le seigneur séjourne là dans cette prairie, tantôt au palais de marbre qu'il avait dans la ville de Changtu, tantôt au palais de bambou, 3 mois dans l'année, en juin, juillet et août, et il y séjourne ces 3 mois parce qu'il n'y fait pas chaud, mais très frais. Donc là, on a cette curiosité, évidemment, de Marco Polo par rapport à ce pays. Et alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand Khan s'intéresse très vite au jeune Marco, qui est un jeune homme tout à fait remarquable. Il a si bien appris les coutumes des Tartares, il a appris leur langue, il leur a appris leurs écritures, il a appris leur façon de tirer à l'arc, il manie plusieurs langues, même il écrit dans 4 de leurs langues différentes, c'est un personnage exceptionnel. Et donc le grand Khan décide de faire du jeune Marco son messager pour lui rapporter justement de ses missions, ces nouveautés qu'il désirait entendre et que ses propres envoyés ne sont jamais capables de lui redire. Et Marco va rester 17 ans au service du grand Khan jusqu'en 1291, comme je vous l'ai indiqué. Alors, la première chose à noter, avant quand même qu'il arrive en Chine, ça a été son passage à travers l'Irak et l'Iran, ce qu'on appelait la Grande Perse. Ce qu'on appelait la Grande Perse autrefois, c'était donc un pays qui couvrait bien sûr non seulement l'Irak et l'Iran, mais qui couvrait également une grande partie des États musulmans de l'ancienne URSS. Donc là, ça va être, on peut dire, ici, un premier lieu, par exemple, d'étonnement ou de rencontre, à Mossoul, dit-il, il constate qu'il y a les Arabes qui vénèrent Mahomet, mais il y a aussi les chrétiens nestoriens et jacobites. Alors, on en a parlé déjà dans une séance précédente. Je vous rappelle brièvement que ça c'est lié aux différents conciles de l'Église. Nestorius était l'archevêque de Constantinople. Au concile d'Éphèse en 431, il est accusé, il est condamné, accusé de professer l'union de 2 personnes en Jésus-Christ. D'avoir d'une seule personne en 2, si vous voulez, c'est 2 personnes différentes. Et ça va marquer, bien sûr, le christianisme oriental, qui vont s'organiser en une église indépendante de Rome. Leur patriarche fait des évêques, des abbés, des prélats, qu'il envoie partout, en Inde, à Bagdad, en Asie centrale et en Chine. Et Marco Polo ajoute
comme fait le pape de Rome en pays latin. C'est la même chose. Donc l'importance de ce Nestorius, n'est-ce pas, qui a eu un rôle capital dans le développement du christianisme oriental. Les jacobites, eux, c'est un peu plus tard, ils viennent de Jacques Baradaï, mort en 578, qui va organiser justement la chrétienté de la Syrie et de la Perse du Nord. Je vous rappelle donc ce qu'on appelle... Actuellement, l'église chaldéenne, c'est celle qui est de nouveau rattachée à Rome, alors que l'église assyrienne regroupe ceux qui ne le sont pas, et que l'ensemble des églises orientales actuellement, ayant rejeté le concile de Chalcédoine de 451, sont taxées de monophysisme, ne pas admettre que Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Je passe dans ces querelles théologiques que nous épargne totalement, d'ailleurs, ça n'intéresse pas du tout Marco Polo, et hors de toute polémique théologique, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir cette diversité de chrétiens à côté de Rome. Il ne dit pas « Oh, les horribles hérétiques !» Il constate qu'il y a des chrétiens qui sont là et qui font du commerce et qui gouvernent d'ailleurs des régions. Et puis à Tabriz, par exemple, dans l'Azerbaïdjan, dans l'actuel Azerbaïdjan, à Tabriz, dont les gens, note-t-il, vivent de commerce et d'artisanat, et où les marchands latins et génois, à travers le commerce des pierres précieuses, font de grands profits, il constate que la population est très mélangée. Il dit, je cite, « Il y a là, donc à Tabriz, des Arméniens, des Nestoriens, des Jacobites, des Géorgiens, des Persans et des adorateurs de Mahomet. » Et tout ça coexiste tranquillement. Et quand il arrivera, ce qui est aussi intéressant, l'apparition d'un mot qui signifie métis, lorsqu'il arrive en Mongolie intérieure, à Tanduk, je l'ai marqué juste, il est déjà entré en Chine par le Xinjiang et il arrive à Tanduk en Mongolie intérieure, et il constate l'existence de ce qu'on appelle, en grec, dit-il, gasmoul, gasmouloi, et en turc, argon. Et les gasmouls, c'était ceux qui étaient à la fois, qui avaient les enfants d'un grec et d'un latin. Donc c'est exactement ici les métis, et on trouve aussi des métis de bouddhistes et de musulmans. Donc l'enfant d'un bouddhiste et d'un musulman. C'est intéressant, et qui sont, dit-il, lui, ce qu'il constate, que ces bidins sont de très bons marchands, très avisés, et qui en plus ont le pouvoir dans la région dans laquelle il a pénétré. Cet univers marchand, il le décrit encore à Ormuz, parce qu'il a d'abord été tenté de passer au bout du golfe Persique par Ormuz et par la voie de mer avant de revenir vers l'intérieur des terres. Et là, il notait à Ormuz, sur le golfe Persique, les marchands qui venaient d'Inde, avec leurs nefs chargées d'épices, de pierres précieuses, de perles, de draps de soie et d'or, de dents d'éléphant, etc., et qui les vendent. Et d'autres les prennent et les portent par le monde entier et les revendent. S'il y a marchands, donc il y a donc des marchands qui ensuite le portent par tout l'univers monde. Donc la globalisation, ça existe depuis très belle lurette, comme vous le voyez, n'est-ce pas ? Et le commerce était la voie, précisément, d'apaisement, si je puis dire ici, de toutes les tensions idéologiques qui pouvaient dominer. Donc, d'ailleurs, c'est une attention à la réalité économique des échanges et à la production qui l'intéresse, à l'artisanat, l'agriculture, l'élevage. Quand il traverse la Chine, ce qu'il relève, outre les récoltes de céréales, c'est la production du sel, différentes sortes de sel, la production du musc, l'extraction des pierres précieuses comme la turquoise, bien sûr le commerce des épices, c'est crucial, poivre et gingembre, poivre d'Inde, et puis la production de la soie et de la porcelaine. Alors la soie, c'est longuement décrit, parce que là, les mûriers, les verres à soie, etc., c'est capital, il en rencontre de partout à ce moment-là. Et puis aussi, j'ai parlé de l'endroit où on trouve les meilleurs chevaux, ou l'endroit où il y a les bambous, ceux qui ont été utilisés pour le palais d'été, entre autres. Et dans ce cadre, on relève deux faits remarquables, deux inventions formidables. Le papier bonnet. Alors ça, quand même, il faut que je vous en dise un petit mot. C'est un fait que dans cette cité de Pékin, que se trouve la banque, il y a une banque du grand seigneur, organisée de telle façon que l'on peut bien dire que le grand seigneur est passé maître en alchimie. Oui, c'est-à-dire que lui, il prend quelque chose de vil et il en fait de l'or. Voici pourquoi. Il fait faire la monnaie que je vais vous décrire.
il fait prendre des écorces d'un arbre, le mûrier, dont les vers à soie mangent les feuilles. Il y a tant de ces arbres que toutes les contrées en sont remplies et pleines. On prend une écorce toute fine qui est entre le bois de l'arbre et l'écorce extérieure épaisse, donc c'est l'aubier, et qui est blanche. Et cette écorce fine comme du papier, on la fait noircir. Quand ces billets sont faits, on les découpe comme suit. Le plus petit vaut un demi-tournois, monnaie vénitienne. Celui qui est un peu plus grand vaut un tournois. Le suivant vaut un demi-gros d'argent vénitien. Le suivant, un gros d'argent vénitien. Le suivant, 2 gros. Le suivant, 5 gros. Le suivant, 10 gros. Le suivant, un besan d'or. Ça, c'est des monnaies, bien sûr, occidentales ou de Byzance. Le suivant, 2 besans d'or. Le suivant, 3 besans d'or. Le suivant, 4 besans d'or. Le suivant, 5 besans d'or. On va ainsi jusqu'à 10 besans d'or. Tous ces billets portent le sceau du Seigneur. Cela dit en passant, Marco Polo ne note pas l'imprimerie découverte en Chine, n'est-ce pas, par la xylographie, qui remonte au IXe siècle, bien avant Gutenberg. Tous ces billets portent le sceau du Seigneur, il en fait faire chaque année une grande quantité, ça ne lui coûte rien. De quoi payer tous les trésors du... Non, c'est extraordinaire. De quoi payer tous les trésors du monde. C'est un génie, les Chinois. Et là, quand ces billets ont été faits, comme je vous ai dit, il s'en sert pour tous ses paiements. Donc, il prend des papiers, un vulgaire papier, et avec ça, il paie tout. Évidemment, il faut qu'il y ait la réserve qui corresponde. Alors, justement, il fait interdire, on voit l'acte, n'est-ce pas, légal qui institue ici la monnaie et les banques. Et donc, il en fait faire. Quand ces billets ont été faits, il s'en sert pour tous ses paiements. Il fait interdire par toutes ces provinces, par toutes ces cités, partout où il est le suzerain, que nul, s'il tient à la vie, ne les refuse, car il serait sans tarder mis à mort. Vous voyez comment l'argent se met en place. Je vous assure que chacun les accepte volontiers, parce que partout où on va, c'est la terre du grand camp. Qu'on les y accepte, il y a une administration sublime, évidemment. La bureaucratie était géniale à l'époque. Bon. Et donc, chacun les accepte volontiers, parce que partout où on va, c'est la terre du grand camp, qu'on y accepte ces billets et qu'on s'en sert pour payer les marchandises qu'on achète et qu'on vend comme s'ils étaient d'or fin, comme si ces billets étaient de l'or pur. J'ajoute qu'ils sont si légers que ce qui vaut 10 besans d'or n'en pèse pas un. Sachez aussi que tous les marchands qui viennent de l'Inde ou d'autres pays et apportent de l'or, de l'argent, des perles, des pierres précieuses, ne doivent vendre ces denrées à personne d'autre que le grand camp. Et il a choisi 12 hommes pleins d'expérience pour les évaluer. Le Seigneur fait payer toutes ces richesses donc, qui viennent de l'extérieur très généreusement avec ses billets. Et les vendeurs les acceptent très volontiers parce qu'ils savent bien qu'ils n'obtiendraient pas autant de qui que ce soit, parce qu'ils sont payés comptant et aussi parce que ici et partout, ils peuvent acheter avec ces billets tout ce dont ils ont besoin. Et cette monnaie est plus légère à porter en voyage qu'aucune autre. Le Seigneur achète ainsi chaque année un trésor tel qu'on ne saurait l'estimer et il le paie avec ce qui ne lui coûte rien. C'est donc l'alchimiste parfait, n'est-ce pas ? Le plomb converti en or, c'est génial. N'est-ce pas ? Bon, c'est l'humour évidemment de Marco Polo ici. En outre, plusieurs fois par an, il fait proclamer par la cité que quiconque aura de l'or, de l'argent, des perles ou des pierres précieuses devra les porter à la banque et il fera payer ces marchandises très généreusement, bien sûr en papier. Aussi les gens les portent-ils très volontiers, car ils n'en obtiendraient pas autant de personnes, et ils en portent tant que c'est un prodige, etc. Donc le cancan a toute la richesse du monde grâce à cette invention ici du papier-monnaie, une invention qui est ancienne, qui remonte en fait déjà à la dynastie, enfin, il en a été déjà question sous les Tang, entre le 7e et le 9e siècle. On les retrouvera sous les Song, entre le 10e siècle et le 13e siècle, mais c'est avec les dynasties mongoles, les Yuan, entre 1279 et 1367, que le papier-monnaie sera devenu le seul moyen d'échange légal. Donc la seule façon de faire les achats et les ventes, c'est par le papier-monnaie. C'est les Mongols qui l'ont vraiment instauré. Puis il y a une deuxième chose qui le marque énormément. Alors ça, je vais vous le raconter aussi, enfin très brièvement. Mais c'est là ce qui maintenant fait le quotidien de nos jours, d'ailleurs même ça nous pose des gros problèmes actuellement. Ces pierres qu'on brûle comme des bûches. Hein. C'est un fait que dans toute la Chine, il y a une sorte de pierres noires qui sont extraites des montagnes comme du minerai et qui brûlent comme des bûches de bois. Elles entretiennent le feu mieux que les bûches. Si vous les mettez au feu pour la nuit, vous retrouverez le feu au matin.
elles sont d'une telle qualité qu'on ne brûle rien d'autre dans tout le pays. Donc pour la cuisine, pour le chauffage, etc., on utilise ce que nous appelons tout simplement le charbon. Donc voilà, ce charbon qui a maintenant fait l'objet de toutes nos détestations, notre empreinte carbone, je ne sais pas quoi, tout ça. Mais, donc le charbon, c'était capital, comme vous le voyez ici, en Chine. Ça, c'est la première remarque sur les modes de vie en Chine. Maintenant, il porte aussi, et c'est le deuxième aspect, une grande attention aux religions, à leur coexistence et à leur diversité, et en un sens à leur équivalence. Par exemple, il a constaté que les Tartares, donc les Mongols, ont l'habitude de se ranger aux usages qui dominent dans les pays conquis. Par exemple, les Mongols sont bouddhistes en Chine. Les Mongols sont musulmans comme les Sarrasins quand ils sont en Perse. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est la fameuse conversion des Mongols du Turkestan et d'Iran. Mais par contre, les autres Mongols, ceux de Kubilai Khan, sont devenus, eux, par contre, bouddhistes essentiellement. Et là, il note, à propos de leur fête, il y a une formule qui revient constamment et qui est, à mon avis, capitale. Sachez, dit-il, il parle là des bouddhistes, que chaque idole, donc chaque statue, chaque Bouddha, ou Bodhisattva, ce que vous voulez, chaque idole a son nom et son jour de fête chaque année, tout comme chez nous, nos saints. Alors, c'est pas dans le monde protestant que ça marche, mais enfin, dans les pays catholiques, Venise, c'est fondamental, les saints, le calendrier des saints. D'ailleurs, Zemmour, comme vous le savez, veut que tout le monde soit baptisé du nom des saints. Bon, il y a une polémique célèbre à ce sujet. Et il constate, par exemple, lorsque les bouddhistes, lamaïstes, avaient la faveur du camp, et que les taoïstes, eux, étaient tombés en disgrâce après 1255, il dit les taoïstes sont par rapport aux bouddhistes comme chez nous les patarins. Et les patarins, c'est ce qui désignait dans l'Occident les cathares et les hérétiques. Donc ils ont aussi leurs hérétiques. Les taoïstes, c'est les hérétiques des bouddhistes, comme évidemment chez nous, les cathares sont nos propres hérétiques. Bon. Ou alors encore, lors de la fête pour l'anniversaire du Grand Khan, c'est un passage extraordinaire, ce jour-là, le jour de la fête du Grand Seigneur, tous les idolâtres, c'est-à-dire les bouddhistes, tous les sarrasins, c'est-à-dire les musulmans, tous les chrétiens et toutes les autres confessions font des oraisons, de grandes assemblées, de grandes prières que chacun adresse à ses dieux. Mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ce pluriel, c'est un séisme de dire ça. Chacun donc adresse à ses dieux avec chant, lumière et encens pour souhaiter longue vie à leur Seigneur. Et il relève aussi encore à Guangzhou et dans le Kiangsu, que l'église de bouddhistes, le temple des bouddhistes, l'église d'idolâtres, est à la tête d'une très grande quantité d'églises d'idolâtres. C'est comme un archevêché. Donc c'est le même principe. Voilà. Et puis surtout, son regard ou son récit traduisent aussi un respect pour ce qu'il apprend et qu'il découvre. Quand il évoque les sensin sont les taoïstes justement, qui pratiquent une extrême abstinence, jeûnant, ne mangeant que du son dans de l'eau chaude, menant si âpre vie que c'est merveille, dormant sur des nattes, ne prenant jamais femme, étant toujours en vêtements noirs et blancs. C'est pour lui quelque chose, quelque part, qui force son respect et qu'il constate à ce moment-là. Et le plus bel exemple de cette découverte et en même temps de respect qui est le sien, c'est lors de son voyage de retour par mer, il va passer par Ceylan. Et ça, c'est aussi un texte auquel je voulais faire allusion, c'est vers la fin du livre. Il apprend qu'il y a dans cette île de Ceylan une très haute montagne dont les musulmans disent que c'est là que se trouve la tombe d'Adam, notre premier père. Donc, le tombeau d'Adam, c'est là-haut qu'il se trouve, à Ceylan. Mais les idolâtres aussi disent que c'est là la tombe du premier des leurs, Bouddha Sakyamuni. Et ils le nomment, n'est-ce pas, Bouddha, celui qui avait pour nom, en fait, le prince Sakyamuni. Et là, il ajoute « le meilleur homme du monde qui fut, selon leur mode à eux, un saint ».
et de nous raconter la vie du Bouddha à la recherche d'immortalité. Le Bouddha qui est parti, Sakyamuni, cherchant l'immortalité, se détachant des richesses, des luxes, des plaisirs, etc., partant dans les montagnes les plus reculées, mener une vie très rude et de grande abstinence. Marco ajoute, comme s'il avait été chrétien. Car s'il avait été chrétien, je cite, il aurait été un grand saint, comme notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de la vie vertueuse et pure qu'il mena. Et puis, alors Marco, mais en même temps, il n'identifie pas non plus au Christ. Il fait état de ses réincarnations. Il est mort 84 fois. Il est mort homme, il a ressuscité bœuf, puis cheval, etc., selon le cycle des réincarnations, avant de briser le cycle et de devenir alors Dieu d'après eux. Là, il traduit dans son langage à lui, il devient Dieu. C'est pas bon. Même tolérance de Marco Polo pour les Sarrasins. Là, c'est fort, parce que les Sarrasins, pour les chrétiens, c'était quand même l'ennemi juré. Donc, même tolérance pour les Sarrasins qui viennent là, parfois de très loin. Ce sont les routes de la foi, sur la trace bénie du pas d'Adam. Et ils viennent là en pèlerinage. Et de même, les idolâtres, donc les bouddhistes, viennent là en pèlerinage pour leurs saints, très dévotement, et toujours, je cite, comme les chrétiens à Saint-Jacques de Compostelle. Donc le lieu qui était par excellence le lieu des pèlerinages chrétiens, donc Saint-Jacques en Galice, n'est-ce pas, le lieu où on rejoint, en passant par la voie, en suivant le chemin de la Voie lactée, on peut dire le lieu de transcendance absolue du monde. Il y a deux endroits, c'est donc Saint-Jacques de Compostelle et c'est Jérusalem. Et puis à Rome aussi, mais enfin, pour lui c'est comme Saint-Jacques. Tout l'Occident a été drainé d'un côté vers Saint-Jacques, toutes les voies qu'empruntent encore d'ailleurs les pèlerins de Compostelle, ils partent même de la Suisse, là, ils traversent tout ça, et les voies qui conduisaient les croisés vers Jérusalem, vers la Terre Sainte, tout ce même mouvement, ce drainage, cette pulsion qui amenait les gens cherchant un lieu où on aurait accès, si vous voulez, à la transcendance divine, quelque chose qui, dans ce monde, est le point de convergence, de croisement avec le divin. Ça, pour lui, les bouddhistes l'ont aussi avec ici la montagne où se trouve le tombeau d'Adam. Donc, comme les chrétiens, c'est ce qui a le plus de prix dans cette description, c'est l'acceptation de la diversité humaine comme elle est, sans absolu, avec un sens qui est celui de la relativité. C'est à la fois totalement différent, mais en même temps c'est comparable, c'est-à-dire c'est une façon d'être, anthropologiquement, des êtres humains, si vous voulez. C'est un phénomène humain, dans un cas comme dans l'autre. Bon, naturellement, Marco Polo est aussi sensible aux différences radicales, non comparables, dans les coutumes et les modes de vie. Ça touche les mœurs sexuelles et les rituels funéraires, l'amour, la mort. Alors là, ça ne se rejoint pas tout à fait. Dans la religion, on arrive, mais pour l'amour et la mort, pas forcément. Alors, dans le cas des rituels funéraires, de façon récurrente, il note le fait, par exemple à Pékin, qu'on n'ensevelit pas les morts dans la ville. On les fait brûler en dehors de la ville et des faubourgs. Et de façon récurrente revient cette insistance sur le fait que on n'ensevelit pas les morts, on brûle les corps des morts. On mène le deuil en habit de chanvre, cette fois, on suit le cortège funèbre avec grands instruments et chants de prière, on fait faire sur du papier, à l'endroit même où aura lieu l'incinération, des figurines dessinées, des figurines de chameaux, de chevaux, d'esclaves, et on jette tout ça dans le feu avec le corps du mort, parce que avec l'idée qu'il va retrouver tout ça dans l'autre monde, au-delà de la mort, et que cela, ce sera à sa disposition. C'est ce qu'on a trouvé aussi chez les Égyptiens, comme vous le savez, qui accompagnaient évidemment le mort dans les pyramides. Alors, les mœurs sexuelles, ça évidemment, je vous ai parlé dans les montagnes, les parties montagneuses du Sichuan, cette coutume de mariage où jamais homme ne prendrait une jeune fille vierge comme femme. Horreur! Elle doit avoir l'expérience d'avoir couché avec des hommes, c'est ce que dit Marco Polo. Quand les voyageurs passent, les vieilles dames leur offrent leurs filles pour qu'ils prennent leur plaisir, mais à condition de les leur rendre. Après, elles pourront enfin se marier. Donc ça, les voyageurs en trouvent ainsi 20, 30, autant qu'ils veulent.
et elles montreront après pour leur mariage les petits cadeaux qui témoignent ainsi qu'elles ont eu plusieurs hommes. Voilà les mœurs sexuelles, pays civilisés, n'est-ce pas, en Chine. Dans le Sichuan, là je disais tout à l'heure, quand l'étranger passe, l'hôte lui laisse sa femme et quitte la demeure pendant ce temps-là. Dans le Yunnan, il ne faut pas s'inquiéter, ils ne s'inquiètent pas dans le Yunnan si l'un touche à la femme de l'autre, si la femme est consentante, si c'est son désir. Voilà les mœurs du Sichuan. Puis il note aussi des choses étonnantes comme la coutume de la couvade qui existe dans certains endroits, où l'homme, quand la femme enfante et quand la femme se relève de couche, l'homme entre au lit, garde l'enfant avec lui et reste ainsi couché pendant 40 jours. Vous voyez tout ce qu'on apprend en lisant Marco Polo. Il y a d'autres coutumes qui sont... Alors, il y a d'autres coutumes qui sont étranges aux yeux des Latins. Par exemple, les gens tatoués à l'aiguille dans le haut tonquin. Ça, les tatoués, c'est une bizarrerie, n'est-ce pas, que trouve ici Marco Polo. Plus grave, ceux qui mangent de la viande toute crue, comme nous la mangeons cuite. Ça, c'est on croirait les vistros, le cru et le cuit, n'est-ce pas. Eux, ils mangent cru, nous, on le mange cuit. Il en parle. Et à Chengtu, alors là, le comble, le cannibalisme. Ils mangent de la chair humaine avec plaisir, car ils la tiennent pour bonne. Dès lors que la personne n'est pas morte de mort naturelle, là on ne le mange pas, mais dès lors qu'elle n'est pas morte de mort naturelle, alors là on mange ceux qui sont tués et on en boit le sang. Mais il dit ça sans s'effaroucher particulièrement, il le constate. Quand il aborde les mœurs des Tartares, des conquérants mongols, là c'est en Chine, quand il voit les conquérants mongols, il note tout de même que leurs habitations, qui sont faites de perches au toit de cordes rondes et démontables pour les emporter avec eux, c'est pour ça que c'est des terribles combattants à cheval, alternant leurs habitats entre les plaines chaudes l'hiver pour les pâturages et les lieux froids dans les montagnes et les vallées l'été, où ils ont l'eau et le bois, que leur nourriture est faite de lait de jument, de fromage et de toutes sortes de viandes, chevaux, chiens, rats, marmottes, mais que ces Mongols se gardent, eux, de toucher pour rien au monde à la femme d'autrui. Leurs femmes sont fidèles à leur mari. Un homme peut prendre 100 femmes s'il a de quoi les entretenir, mais tient la première pour la meilleure et la plus fidèle. Alors, reste enfin, j'arrive bientôt au bout, reste enfin la gouvernance, l'administration impériale. Ça fait l'objet de son admiration. D'abord, les emblèmes de pouvoir. Quand le grand Khan lui remet des insignes d'autorité, des plaques en or, avec ça, il peut aller partout, il a tout ce qu'il veut avec lui. N'est-ce pas ? La signature du grand Khan, enfin le sceau du grand Khan, suffit à cela. Bien sûr, une description des fastes, des cérémonies de la cour. Il y a une richesse prodigieuse. Je ne vous compte pas les chasses. Bon, pour les veneurs, ceux qui aiment les oiseaux, etc., ce serait passionnant de vous lire ces passages-là. Mais surtout la gestion des 34 provinces. 34 provinces de la Chine sont gérées par 12 ministres et ils ont un réseau de relais de poste extraordinaire. Il y a plus de 10 000 réseaux pour acheminer les messages ici du Grand Khan et qui servent ainsi d'étape. Ces postes qui sont donc établis sont tous équipés tous les 25 ou 30 000 sur les principales routes qui vont vers les provinces. Il y a plus de 200 000 chevaux qui sont là, en attente. Ou en exercice. Il y a 10 000 palais qui sont ainsi équipés. Et entre deux de ces grands relais, tous les 3 000, vous avez un petit hameau de 40 maisons pour les hommes à pied qui portent les messages ensuite avec leur large ceinture pleine de clochettes pour se faire entendre à l'avant, ce qui fait que 3 000 plus loin, le suivant prend le relais à son tour et tout ça en courant et ça va à une vitesse incroyable. Donc le tout en un temps record, note-t-il. Et puis il note aussi l'État-providence. Le grand seigneur doit tenir compte de ceux qui sont dans la misère, n'est-ce pas ? On attend d'un dirigeant ça essentiellement. En cas de disette et d'épidémie, eh bien, qu'a fait le Grand Khan ? Pendant les bonnes périodes, il fait stocker les céréales qui peuvent tenir 3 ou 4 ans. Blé, orge, millet, etc. Et puis intervient la grande distribution quand arrive la période de disette ou de famine. Ou bien les grandes aumônes qu'il fait. Sachez que le Grand Khan
tenez, table ouverte aux pauvres de la cité de Pékin, vous imaginez à l'Élysée, table ouverte chaque jour à plus de 30 000 personnes. Voilà ce que faisait le Grand Khan, n'est-ce pas? Bah, évidemment, avec un alchimiste capable de transformer le papier en or, ça, vous avez aussi deux longues descriptions qui sont très, très belles d'ailleurs des deux grandes villes qu'il traverse, Pékin, la capitale, avec sa ville nouvelle, qui est la ville nouvelle de Pékin, qui va être bâtie par Kubilai en 1267. Et là, dit-il, où viennent les produits les plus précieux du monde et en la plus grande quantité. Chaque jour entre 100 000 charrettes de soie dont on fabrique les draps d'or. Tout est ordonné. Le mot ordonné, c'est le mot qui revient le plus souvent. Tout est en ordre, tout est à sa place, si vous voulez, à la fois mesuré, mis en place et cadré. Il y a 200 cités autour de Pékin, plus ou moins proches. Et de chacune de ces 200 cités viennent des marchands pour vendre et acheter. Donc Pékin, elle est citée de moult grandes marchandises. C'est le grand centre de commerce. Et puis, l'autre ville qui est décrite, alors ça, c'est la merveille des merveilles, la Venise de la Chine. Enfin, il ne l'appelle pas la Venise de la Chine, mais c'est la Venise de la Chine. C'est la splendeur de Hangzhou. Alors, Hangzhou, la Chine, on distingue deux parties de la Chine. Alors, en partant de Pékin, donc en descendant, si vous partez vers le sud-ouest, donc si vous descendez jusqu'au Yunnan, et si vous partez, et là c'est au fond de Pékin, là c'est le Kataï c'est ce qu'on appelle la Chine en fait, proprement dite, et puis passez le fleuve bleu, si vous arrivez jusqu'à Hangzhou, là vous êtes dans le Mangui. Le Mangui, c'est la voie donc, qui menait de Pékin part vers le sud-est, et c'est donc la Chine du sud, donc Chine du nord, Chine du sud, si vous voulez, en même temps est-ouest. Donc Hangzhou, qui veut dire la cité du ciel, 12 000 ponts de pierre, il y a 12 000 ponts de pierre, c'est une cité sur l'eau. La cité est toute en eau, entourée d'eau, elle a 12 métiers différents, chacun qui est à la tête de ces métiers, chacun qui est à la tête de 12 000 boutiques. Chacune des boutiques a 10 hommes au moins chacune. Voilà, et toutes les rues sont pavées de bonnes pierres. Et il y a 3000 bains qui sont là. Et non loin d'elles, relié par un fleuve, vous avez le port de Ganpu sur l'océan, où arrivent de l'Inde des quantités de navires. Le Grand Khan tire Marco, il sait compter, hein. Le Grand Khan tire un revenu considérable chaque année. Il vous détaille la taxe, c'est 3%, de 10% et 30%. Le Grand Khan tire un revenu considérable de chaque année sur le sel, le sucre, les épices, le vin, le charbon, la soie, de toute la province du Bangui. Et tout ça, c'est organisé et très bien ordonné. D'ailleurs, à Hangzhou, sachez que les noms de tous les passants sont écrits sur la porte, quand ils installent quelque part, sur la porte, et donc on peut faire le décompte très précis des gens de la ville, comme vous êtes dans un hôtel et que vous devez déposer votre signature. Est-ce que, bon, j'arrive à la conclusion, mais est-ce que vous mesurez bien le renversement de perspective que ces marchands de Venise ont introduit dans ce qui était la représentation occidentale, latine et grecque du monde? Il existe un tout autre que notre civilisation chrétienne, et qui n'est pas seulement comme l'islam, parce que le problème de l'islam et de la chrétienté, c'est qu'ils sont pris dans une relation duelle l'un par rapport à l'autre. C'est comme si l'un était l'abîme diabolique, comme si le monde sarrasin était l'abîme diabolique de la chrétienté, dans une perspective eschatologique de guerre sainte. Au point, bien sûr que les chevaliers chrétiens étaient fascinés par la beauté et la culture de la femme arabe, mais ils lui imputaient aussitôt des pouvoirs de séductrice ou de magicienne. Donc on est toujours, on peut dire, dans l'ombre du diable. L'islam, c'est vécu comme le double maléfique, même si j'ai montré une année ici même que dans la chanson de Roland, c'est pas ainsi que ça se présente, puisque l'autre diabolisé n'est en fait que la projection à l'extérieur de la menace intérieure en tout homme, n'est-ce pas, son propre abîme. L'autre est le même. Ça, c'est une longue démonstration que j'avais faite, que vous trouverez sur YouTube ou sur le site qui est ici. Ici, c'est tout autre chose dont il s'agit. C'est une relativisation par l'histoire, par la géographie, par la mesure des distances, des vérités de la foi. À mon avis, l'ouvrage de Marco Polo, c'est dans la littérature l'équivalent de la révolution opérée par Copernic puis Galilée par rapport à l'héliocentrisme. Le chrétien n'est simplement plus au centre de tout, pas plus que la Terre ne sera au centre du cosmos.
le pape de Rome découvre qu'il a un égal, le grand Khan mongol, à l'autre bout du monde. Il y a d'autres pôles dans le monde. Et le grand Khan, au fond, l'action du grand Khan reposait sur une idée toute simple. Il était le représentant, c'est ce que dit Marco Polo, il était le représentant sur terre d'un dieu suprême, au-dessus de tous les dieux. Il avait donc le droit et le devoir de faire payer un tribut à tous les rois et de garantir en contrepartie la paix de l'univers. Alors là, j'arrive à tout à fait à ma conclusion, mais c'est pour vous montrer, je crois qu'on ne comprend pas du tout la stratégie chinoise, ni l'idéologie chinoise. Ça remonte à ça, mais même à ça bien avant, parce que ce que reprend ici le camp mongol, c'était déjà présent en Chine, même avant le premier empereur Xin. L'idée qui prévalait était celle d'un système où toutes les terres sous le ciel sont la terre du roi. Ce sera très net chez Confucius, ce qu'on appelle le Tian, le Tianxia, T-I-A-N-X-I-A, Tianxia. C'est le concept qui désigne tout ce qui est sous le ciel, donc le monde. Et dans cette vision impériale chinoise, la Chine n'est pas au centre du monde, elle est le monde, EST. Elle est tout ce qui est sous le ciel. La Chine, c'est la cohérence du monde. C'est une vue universaliste. Et à ma grande surprise, j'ai lu en 2010 un article sorti dans le Global Media China, donc de l'université de China, de deux universités chinois. Je vous les cite, Li Zhang et Zhang Zhonghu. En 2017, ils expliquent que la Chine développe la vision d'une société de la grande unité, Datong. Datong, c'est le mot qui signifie la paix et la fraternité universelle, la grande concorde, l'unité du monde. Donc le Datong qui sera réalisé dans le Tianxia, hein, c'est-à-dire dans le monde. Et leur article dit ceci, le monde est devenu globalisé, en gros, suite au néolibéralisme. Donc l'ordre du monde, mais sous l'effet de l'impérialisme américain, qui a pris le relais du colonialisme, s'est incorporé à un nouvel empire où l'extérieur n'existe plus. Donc la Chine, en contraste, se pensant comme le centre du monde, et après avoir vécu sa mise sous dépendance à l'ère coloniale, n'a cessé de repenser, depuis lors même, depuis Sun Yat-sen, même à travers Mao Tse-tung, de repenser le nouvel ordre international où l'impérialisme occidental est stigmatisé comme fauteur de guerres mondiales et de conflits, de le percevoir comme l'alternative d'une autre vision du monde, d'une logique toute différente, celle d'unir un monde sur la base morale de la paix pour créer le gouvernement d'un monde de la grande unité. C'est une notion qui dépasse dans leur pensée le cadre des États-nations. La preuve, c'est ce qui avait été proposé pour résoudre la diversité Chine, Macao, Hong Kong, de dire un pays, deux systèmes, un pays. Donc c'est l'idéal d'un monde unique, c'est imaginer une unité politique qui dépasse le cadre de la nation. C'est une évaluation qui diffère de celle d'une nation ou d'un État pour dépasser l'état de guerre entre nations, enfin, c'est l'idéologie que les Chinois développent, hein, et pour créer une harmonie sans similitude pour un nouvel ordre international, la grande unité d'Atung de ce qui est sous le ciel, Tianxia. Selon la Chine ancienne, cette notion immémoriale offre une vision du monde qui serait l'alternative chinoise par rapport à l'impérialisme et à la globalisation. C'est sous cet angle, je dirais, traditionnel et immémorial qu'il faut considérer la globalisation chinoise présente de Xi Jinping, représentant en sens inverse, à rebours de l'histoire occidentale, les voies de la route de la soie. Merci.